Qui est-ce qui a testé les micros? C'est Bernard, ça pue la morue. Bah, il faut ramener un bon casque. Je vais être vulgaire. Bon, c'est pas que, mais on a une bière à aller boire. Hein, C'est à quelle heure la bière? Les Power Rangers. les pauvres Vérangers, ouais. On fait de la photographie parce que le plateau, on va tel exploser si on a personne pour nous tenir. Alors, Steph, il parle hyper fort. C'est pas que j'aime pas sa voix, mais là, c'est un peu fort. Non, mais parce que là, je suis branché derrière. Ah, ça t'arrive des fois. Ouais. T'es un de vous en moins, je serais venu. Mais Bon, ben je sinon, me là- casse, hein, connard. Wouh, allez, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre première masterclass en compagnie des Power Rangers. Alors, nous sommes avec 4 profs de son, donc on a monsieur Fred Flore, Bonjour. Fred Garnero, Bonjour. Robert Piselli. Faut parler dans le micro. Bonjour. Il fait semblant de parler dans le micro. Et avec Stéphane Drey. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de l'insertion professionnelle. On a quelques sujets quelques sujets sur lesquels on va parler. On a quelques questions aussi des étudiants. Donc on va commencer directement. Chacun va se présenter et nous faire vite fait un récap de sa carrière du début jusqu'à maintenant. Voilà. Je sais pas qui veut commencer. On peut faire par ordre de présentation si vous voulez. Monsieur Flore. Ok, bonjour. Donc je suis Force Bleue, professeur à l'ISTS depuis pas mal de temps. Un récap de ma carrière. Oui, alors que j'aime pas trop le mot carrière parce que ça fait un peu carrière de marbre, mais bon, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, j'ai une trajectoire un peu particulière puisque j'ai commencé vraiment dans la technique. À savoir, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, donc j'ai travaillé comme développeur dans la R&D, dans l'audio numérique. C'était l'époque des startups, donc il y avait beaucoup d'effervescence autour de ça, et beaucoup de projets très sympas, que ce soit dans le domaine du grand public ou pour les musiciens, quoi, instruments de musique, plugins, synthé, etc. Et ensuite... je suis passé plutôt du côté plus artistique dans la musique et je me suis consacré à la réalisation et à la production. Donc en termes d'insertion professionnelle, en fait, j'ai eu un peu deux types d'insertion différentes. La première directement après mes études et la deuxième plutôt pour un petit virage dans ma trajectoire professionnelle. Ok, super. Monsieur Garnero. Moi, j'ai commencé directement dans la musique live, venant d'un parcours musical et tout de suite après, je suis rentré donc dans un studio d'enregistrement et ça a duré 6 années. Ensuite, je suis revenu dans le live, dans le monde du théâtre pendant 16 ans. Et ensuite, je suis revenu, je suis resté dans le live également, mais plutôt à mon compte. Voilà, et je suis à l'ISTS depuis 1998, exactement. Ah ouais, d'accord. Donc vous êtes vraiment l'un des premiers profs de l'école? Alors, pas du tout. Non, avant nous, il y avait Bernard Guiraud. Ah oui. Qui, lui, était la mémoire, qui a pris sa retraite cette année, mais qui était la mémoire, puisqu'il a fait partie de la première session ESRA à Nice, en 87, me semble-t-il. Monsieur Piselli, Force Rose. Je déteste la couleur. Mais bon, je vais assumer, puisque c'est votre choix. Alors, mon parcours, oh là, vous avez, si vous avez la journée, je vais essayer de synthétiser. J'ai toujours voulu faire ça, toujours. Au plus petit de mon enfance, si je me rappelle bien, j'ai toujours voulu faire ça, mais je ne savais pas comment y arriver. Et j'ai mis longtemps à savoir comment trouver le chemin, parce qu'à l'époque, c'était, je pense, beaucoup plus compliqué que maintenant. Donc, j'ai tâtonné à droite à gauche, je me suis cherché. Je suis passé par le théâtre, et puis pour comprendre le son... il fallait comprendre l'image pour moi parce que je voulais faire du son avec des images. Donc un petit peu plus tard, j'ai fait un BTS opérateur prise de vue, mais
BTS, ça n'avait que le nom à l'époque. C'est une école suisse qui s'appelait les écoles des techniques artistiques et des arts appliqués. C'est très très bien, mais à part de la trigonométrie à laquelle je ne comprenais pas grand-chose. Et puis un jour, après moult voyages et péripéties et concerts et projets loupés, je suis arrivé par l'intermédiaire d'un ami au studio de la Victorine, un jour de tournage. Et je vous promets, ça s'est réellement passé comme ça. Bon, ça me plaisait, j'avais les yeux tout écarquillés parce que je découvrais quelque chose que j'avais toujours rêvé. Et puis en fait, la script, le lendemain matin, m'appelle en me disant que ils ont un problème d'un des perchman qui peut pas venir. Je dis, mais moi, j'adorerais, mais je ne sais pas faire ça. Et elle m'a dit, mais tu sais, on a besoin là tout de suite, et puis c'est maintenant. Est-ce que ça te dit de venir? On va t'apprendre. Donc je suis venu. Je l'ai épousé d'ailleurs 1 an après, et non, c'est vrai en plus. Et puis là, j'ai fini le film avec eux. Ils m'ont payé un premier stage Nagra à l'époque en Suisse, puis un deuxième. Puis j'ai fait de l'assistanat pendant très longtemps. Et un jour, un réalisateur m'a mis aux commandes. Et puis voilà. Et puis après, j'ai dévié sur la régie, mais ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais pour le son, ça s'est passé comme ça, oui. Ok. Et du coup, pour finir, Monsieur Drey. C'est quelle couleur? Non, pardon. Alors, vous êtes force jaune. D'accord. Que dois-je en conclure? Bon. Non, j'ai débuté ma carrière de marbre par la musique. Je suis musicien au départ. Et par la musique, je vous la fais courte. Hein. De par la musique, je suis arrivé plus ou moins rapidement à fréquenter les studios d'enregistrement, où j'ai découvert des choses et surtout beaucoup de choses m'ont intrigué. Entre autres, les choses qui se passent entre un son qui rentre et entre ce qu'on entend au début et ce qu'on entend à la fin, pour la faire très très courte. La suite, c'est que je croise un jour, ça nous remonte à loin quand même, je croise un jour, et je dois le signaler, un ancien de l'ESRA, un ancien élève de l'ESRA, ça devait être les premières années, qui réalisait son premier film, donc autoproduit, et qui c'était un ami en fait, et qui me propose de gérer le son de son film, alors que j'avais auparavant jamais fait ça. Donc je lui dis Olivier, moi je veux bien, mais je sais pas le faire. Il me dit mais fais-le quand même. Donc j'ai pris le challenge, et en fait en 2 jours j'ai compris que c'est ça que je voulais faire. Voilà. Et de là la suite. La musique a continué, mais la post-production était ce que je voulais faire. Donc, des séries télé, des shows télé, des films, post-production audio. Voilà. Et puis, l'ESRA est arrivée. Enfin, l'ESRA est venue à moi plutôt au départ. Et donc une nouvelle vision, et ravi de le faire d'ailleurs, parce que c'est vraiment l'idée de transmettre. Et ça, en fait, ça me plaît de plus en plus. Voilà. Ok, donc premier sujet, c'est comment s'est passée votre insertion professionnelle? Comment s'est passé vos premiers pas dans le monde professionnel? On refait dans l'ordre? Oui, après Force bleue d'abord. Ouais, c'est ça. Du coup, en ce qui me concerne, double insertion, vraiment double insertion. Donc au départ, c'était assez naturel et rapide, mais je pense que j'ai une histoire à ce niveau-là similaire à beaucoup de personnes. C'est peut-être l'époque qui valait ça aussi. Donc sorti des études, j'ai un peu glandouillé. Je faisais j'essayais de... L'idée, c'était d'avoir l'idée pour moi, c'était d'avoir du temps de faire de la musique, et puis un boulot pas trop prenant. Donc pendant quelques années, je me suis un peu cherché, comme beaucoup. Et ensuite, par hasard, j'ai fait une rencontre
avec quelqu'un qui montait une start-up dans le domaine de l'audio numérique et qui cherchait voilà, une personne particulière qui avait les doubles compétences musique et ingénierie, quoi, musique et développement informatique. Et puis on s'est rencontrés un peu par hasard. Disons que c'est une connaissance, c'est un ami de... Pardon, c'est le mari d'une amie des parents de ma copine à l'époque, qui est ma femme aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un peu des rencontres fortuites comme ça. Et bah voilà, ça s'est fait en 2 secondes. Ah super, t'es musicien. Ah oui, et t'as ce diplôme-là. Bah, je cherche quelqu'un. On a bu un café et puis tu peux commencer lundi et voilà. Et puis ça, c'était le début d'une grande aventure. Donc c'était avant les années 2000, hein, c'était le siècle précédent. Il y avait, surtout dans la R&D, il y avait beaucoup d'argent. Hein, en fait, c'était vraiment l'époque des startups, des investisseurs. Donc voilà, bon, l'aventure était assez passionnante. Hein. On a commencé à 2 ou 3 dans un petit bureau à Sofia. Et puis 2 ans plus tard, j'étais à New York. Voilà, dans un studio avec Mobb Deep et à discuter, à parler chiffon avec le manager de 50 Cent. Donc voilà, ça c'est la technique, c'est aussi l'époque qui voulait ça parce que c'était une vraie explosion. Donc bon, je m'estime assez chanceux d'avoir vécu ça. Mais, on savait pas nous tout ça. Ah pardon, je croyais que c'était un peu l'idée. Ah, Ouais. mais non, mais de là à ce que vous avez parlé avec le producteur de 50 Cent, c'est fou quand même. Ouais, on a juste parlé chiffon. Hein. Ouais, enfin quand même, voilà, c'est incroyable. Mais oui, en fait, je le dis souvent aux étudiants, la technique et le matériel, bon, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, ou moins pertinent. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a en commun avec un tas de personnes, un tas de gens. Et donc, c'est un peu là où souvent on se retrouve. Quand il y a des anciens étudiants qu'on croise, on parle souvent technique, matos, etc. Et c'est vraiment un peu ce qui nous rassemble. Et à l'époque... Voilà, pardon, hein, mais c'était il y a plus de 20 ans hein, maintenant, mais forcément c'était encore d'autant plus vrai qu'il n'y avait pas autant de réseaux, il n'y avait pas autant de connexions, donc il fallait voir les gens. Par exemple, les salons professionnels, moi j'ai beaucoup fait de salons professionnels aux États-Unis, que ce soit le NAMM ou même des salons grand public, hein, Consumer Electronic Show à Las Vegas, etc. C'est des rencontres où voilà, en un week-end, en 3 jours, vous voyez tout le monde. Tout le monde, donc c'est très facile c'était plus facile de faire des connexions dans ce genre de situation, quoi. Voilà, donc c'est pour dire que ça c'était un peu moi, mes débuts dans le métier, mais c'est vrai que bon, je pense que ça va revenir souvent aujourd'hui dans cette discussion, c'est vraiment un facteur une question de réseau, et moi j'ai eu la chance, voilà, de par l'environnement anglo-saxon, de par le fait que je travaillais dans une boîte qui avait beaucoup de moyens, donc il y avait beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, de par le fait que ce soit technique, et donc encore une fois, voilà, vous êtes dans un showroom, un salon ou n'importe où, vous avez plein de gens autour de vous, de pouvoir rencontrer beaucoup de gens, artistes, producteurs, ingé-son, investisseurs, etc., en très peu de temps. Voilà, en très peu de temps. Donc ça, c'était ma première insertion. Oui, il y a la deuxième. La deuxième, non, je vais la faire plus courte. Et la deuxième, voilà, alors bon, pour revenir un peu sur mon parcours, voilà, au bout de certaines années, j'ai voulu un peu voler de mes propres ailes, donc zèle. J'ai voulu bosser en indépendant comme consultant dans le même domaine, toujours, donc dans l'audio numérique, hein, dans le développement. Et en fait, je faisais toujours beaucoup de musique à côté, hein, bien sûr, en tant que passionné. Et quand j'ai démarré cette activité d'indépendant, j'ai eu de moins en moins de contrats et de missions techniques, curieusement, et de plus en plus de projets de musique à un niveau professionnel. Donc à un moment donné, je me suis plus trop posé la question. Et voilà, la transition s'est faite assez naturellement. De part déjà avec les contacts que j'ai pu avoir avant dans ma première vie, on va dire, c'est vrai que ça c'était un peu facilité en termes de réseau. Et puis surtout, bon, je pense que c'est comme tout le monde, j'ai fait des rencontres qui étaient vraiment super. Si la question, alors, du coup j'ai un peu perdu le fil, mais si la question c'était qu'est-ce qui a déclenché, c'est ça ? Non, c'était vraiment vos premiers pas dans le monde professionnel. Comment ça s'était passé ? Oui, ok. Mes premiers pas, comme voilà, quand j'ai un peu switché entre guillemets comme musicien, c'était vraiment assez en douceur, mais je pense ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'une fois, on m'a proposé de faire un concert, d'accompagner un artiste de variété dans la Drôme. C'était pas du tout mon délire. Moi, j'étais voilà, dans un autre style de musique. Et puis, j'avais un projet d'album, etc. Et
On m'a fait cette proposition et quelqu'un de bien intentionné m'a dit bah essaye, tu verras bien si ça te plaît ou pas. Mais vous savez, c'est le genre de plan commando où il faut s'enfiler 20 morceaux en 3 semaines, jouer à la note près. Voilà, oui, je vois autour de cette table certains qui connaissent ça. On connaît personne, on fait la route, on déballe le matériel, on installe, on balance un filage et puis 3-4, on y va. Donc voilà, c'était pas du tout mon délire, mais je me suis dit bon, pourquoi pas pour le sport le faire. Et puis voilà. Et en fait, je me suis retrouvé sur ce plan-là avec un batteur qui était derrière moi, dont j'avais jamais entendu parler, et en fait qui est devenu mon mentor dans ce métier. Voilà, c'est une rencontre parmi comme les autres. Et pour l'anecdote, je me souviens de sa première phrase. Il m'a dit « J'aime bien jouer avec toi parce que de dos, avec ta coupe de cheveux... » Oui, à l'époque, j'avais des cheveux. « Avec ta coupe des cheveux, tu ressembles à Dominic Miller, donc j'ai l'impression de jouer avec Sting. » Voilà, pour votre génération, Dominic Miller, c'était c'est le guitariste de Sting. Et en fait, rétrospectivement, connaissant cette personne, je sais cette personne a dit ça parce qu'en fait, c'était certainement, elle voulait dire que t'es pas super bon, mais en fait, avec ton look, ça passe bien. Ok. Mais voilà, c'était un producer vraiment pareil, à l'américaine, un genre de type qui réunit des budgets, qui va voir des artistes, qui les convainc, qui loue des studios, embauche des musiciens, des arrangeurs et qui maîtrise à fond toute la chaîne de mix, rec, mastering, jusqu'au cellophanage, comme on dit. Et effectivement, il m'a transmis cette passion, quoi. Ok, d'accord. Un début chargé. Pour vous, Monsieur Garnero? Je pense que, comme mes camarades, je fais partie d'une génération où c'est un petit peu le hasard des rencontres qui en fait les choses. Hein. Donc moi, après une première carrière dans un tout autre domaine, un ami d'enfance me dit tout simplement il y a quelqu'un qui me fait de la sono, qui monte une boîte dans le 06. Tu devrais aller les voir, si tu as envie de changer de métier, c'est le moment, enfin, va voir. Bon, bref, chose dit, chose faite, et puis je commence à faire de la sonorisation, d'abord au retour. Mais je me suis senti très bien à cette place-là. Et de fil en aiguille, j'ai vendu un petit peu des instruments. Ça s'est passé très rapidement, je suis passé très très longtemps là-dedans. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait monter un studio d'enregistrement. Et donc, qui m'a dit, bon, écoute, un petit peu, tu as le savoir-faire, moi j'ai l'argent pour le faire. Et on est parti dans l'aventure pendant 6 années ensemble. Très rapidement, le côté autodidacte que j'étais à ce moment-là, je me suis fait un petit peu peur, pour ne rien vous cacher. Et je suis retourné, alors je ne sais pas comment ça peut être possible, enfin bon, j'ai réussi le concours d'entrée au conservatoire en classe d'électroacoustique, voilà. Chez Michel Pascal, là où j'ai eu comme prof, qui était tout juste démoulé, de Louis Lumière, Bernard Guiraud, entre autres. Voilà, pour expliquer le pourquoi je suis revenu ici après. Les études sont bien passées. Une fois que j'ai eu terminé mes 3 cycles en 5 ans, ensuite, on était très peu à être diplômé, donc j'ai été recruté en théâtre, en poste fixe, et j'ai eu une carrière qui a été plutôt de CDI d'ailleurs par rapport à de nombreuses personnes qui exercent nos métiers. Ça ne m'a pas empêché de faire des cachets d'intermittents, de faire pendant 6 années le Jazz Festival, de faire également le Festival d'Avignon, de faire des choses comme ça. Donc après j'avais un poste à responsabilité dans un théâtre, donc forcément j'avais les connexions, et c'est un petit peu cette chance quand on rencontre beaucoup de monde, il se passe forcément quelque chose au bout d'un moment. C'est un petit peu la réflexion que je me fais aujourd'hui quand je vois les jeunes seuls derrière des ordinateurs pensant faire peut-être arriver à quelque chose. Je me dis mais là il y a des connexions avec personne. Moi j'ai vécu des 3e mi-temps parce que travailler dans le live, c'est également manger ensemble au catering à midi, c'est également faire des troisièmes mi-temps le soir après le spectacle, autour de repas, autour d'une table. Et donc forcément rencontrer du monde et brasser beaucoup de monde, quoi. Voilà, et puis au tout début de mes responsabilités en théâtre, je vais aux journées porte à la journée de présentation du programme du théâtre de Nice. Et je me retrouve Bernard, qui était là. Et je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien donner, je suis en fixe, maintenant, j'aimerais bien donner quelques cours. Il me fait, écoute, je vais en parler. 1 an après, je rentre ici. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, j'ai envie de dire que je suis quelqu'un qui n'a jamais cherché de travail, qui n'a jamais eu de plan de carrière.
Je me suis toujours laissé aller. Et puis c'est les... Voilà. À mon âge, j'ai commencé une carrière dans la télévision il y a 1 an. J'avais pas cherché. Et là, j'ai 2 films à mixer qui sont là. Je les attaque la semaine prochaine. Au retour de Paris, qui n'a jamais fait du son au cinéma, voilà, mais un petit peu comme Stéphane, qui à un moment donné, on va le faire. Et puis voilà, on va pas trop se poser de questions. Ok, d'accord. Du coup, Force Rose. Je vais vous J'ai appeler... même plus droit à mon nom, c'est Force Je Rose. vais vous appeler comme direct. ça tout le long de la masterclass. Écoute, petit ninja argenté. Oh là, alors là, je vais essayer de synthétiser tout ça, mais ça va pas être simple. Bon, le premier contact avec le monde professionnel, vous l'avez eu tout à l'heure, puisque je vous l'ai dit, ça c'est un coup de fil en fait. Oui, donc tu as couché, toi. C'est après. J'ai donné de ma vie pour continuer. Bah, de toute façon, à un moment, il faut. Hein. Et après, en fait, toute ma carrière, donc ça fait plus de 45 ans maintenant, donc c'est même presque 50 si je regarde bien, donc ça fait beaucoup. C'est tous les jours, c'est le 2e jour en fait, pour moi. Je le considère comme ça, c'est-à-dire que tous les jours, ça n'a été que des rencontres, que des opportunités. Par exemple, j'arrive à Cannes par la fenêtre, c'est-à-dire que j'étais rentré, j'avais été voir le festival de Cannes à l'époque de l'ancien palais. Donc, vous voyez, vous n'étiez même pas né, même pas prévu d'être conçu. Et je m'étais dit un jour, ça a toujours été comme ça, un jour j'irai parce que j'ai quelque chose à y faire. Et puis des années plus tard, alors que je travaillais en production et là aussi sur un coup de dé, à Paris, sur le mois de la photo à Paris, qui est quand même la 2e biennale en matière de photo au monde, après Houston. Je suis rentré là aussi, par hasard. Tu sais faire, oui, mais moi je fais plus du son. Et... Ouais, non, mais c'est pas grave, il y aura du son aussi, mais il y a aussi de l'image. Donc le mois de la photo, c'est 90 reportages et 90 petits fascicules avec un fascicule général et un reportage général sur toutes les expos en même temps en un mois dans Paris. Et puis du coup, au lieu de faire le son, j'ai fait une grande partie de la prod. Et voilà, et de là, la personne avec qui je travaillais s'occupait c'était le directeur des affaires extérieures et d'édition de Paris Audiovisuel, mais aussi du Festival de Cannes. Donc je me suis retrouvé à coordonner les marches avec lui pendant quelques années. Et de là, rencontre. Puis là, du coup, tu travailles avec la Gaumont. Et puis pour la sortie du Grand Bleu. Et puis tu sympathises avec les gens de la Gaumont. Puis un jour, ils te disent, bah tiens, un petit peu plus tard, on va faire le Jeanne d'Arc avec Besson. Et j'ai fait le son enfin pas du film, mais de tout le making-of et making-of pour les États-Unis du Jeanne d'Arc. Et ça n'a été que ça n'a été que des rencontres. Et la télévision, ça a été pareil. Et moi, ça a été un énorme avantage parce que j'ai adoré et j'adore toujours faire ça. Mais ça a été aussi un petit souci parce qu'on a vécu une époque, nous, que vous ne connaissez pas trop maintenant, vous. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait être spécialiste dans un domaine. Absolument spécialiste. Donc, ok, on s'est spécialisé, on a essayé de faire le mieux dans ce qu'on pouvait. Puis après, on nous a dit, tu sais, ce serait bien quand même que tu aies plusieurs cordes à ton arc. Donc ok, on a eu plusieurs cordes à notre arc. Et puis là, on te dit à ce moment-là, ah ouais, mais attention, tu fais trop de trucs, t'es pas spécialiste dans un domaine. Et en fait, toute notre vie professionnelle est jonchée de ce genre d'opportunités, d'embûches. Donc voilà, il faut faire sa vie au milieu de tout ça et essayer d'avancer, d'être le plus cohérent possible, de prendre évidemment de temps en temps des risques, parce que de temps en temps, vous vous retrouvez sur une émission, sur un plan, vous savez que dans l'absolu, vous pouvez le faire, mais vous ne l'avez jamais fait. Donc il y a toujours une première fois. Et la première fois, elle est compliquée souvent pour accepter de faire, parce qu'il ne faut pas vous planter, parce que là, vous jouez... Je vais exagérer, mais vous jouez votre vie sur une presta, quoi. Et, parce qu'il y a beaucoup d'affectifs dans nos métiers aussi. Il y a souvent de l'affectif et voilà. Mais c'est passionnant. On pourra en parler pendant des jours et des jours parce que j'ai eu la chance par ce métier de faire les plus beaux voyages de ma vie, de mes vies. Je les ai faits par le travail. J'aurais jamais pu me payer ce que je me suis payé, ni les hôtels dans lesquels j'étais. Et puis surtout, moi qui avais un côté fan, j'ai rencontré tous les gens que je voulais rencontrer, tous. Qu'ils soient acteurs, producteurs, chanteurs. Alors des fois c'est une rencontre furtive. Quand vous faites un plateau avec, par exemple, on a fait beaucoup de junket. Junket, c'est vous prenez un film en promo et puis vous faites toutes les interviews de la presse locale puis de la presse internationale le lendemain, ce qui fait qu'avec la même équipe de films, mais qui sont souvent des très très grosses équipes de films américains, vous faites en 2 jours, vous faites 50 interviews sur le même thème avec 30 journalistes différents. Mais c'est les mêmes questions, c'est les mêmes trucs. Donc effectivement, les gens avec qui vous travaillez à ce moment-là, ces stars, c'est pas des copains.
Mais quand vous vivez 40 ou 50 interviews d'affilée et que vous voyez de la fatigue dans leurs yeux et que juste derrière votre casque et votre micro, à un moment donné, ils ont besoin d'un support visuel parce qu'ils en ont juste marre et que vous voulez regarder, tout simplement, vous leur souriez, il se crée des fois des moments très très particuliers avec des gens que, a priori, le commun des mortels ne croise jamais. Donc, enfin, en tout cas, pas dans ces situations-là. Et c'est ce qui fait la force et la beauté de ce métier. Mais effectivement, il y a plein, et ça, on pourra en parler après. Nos carrières sont faites aussi d'évolution, de pas forcément de changement, parce qu'on a la base, et c'est ce qu'on vous fait, en fait. On essaye de vous donner une base solide, et de cette base solide, vous allez tricoter avec et faire votre vie, quoi. Ok, d'accord. Donc du coup, ouais, vous avez beaucoup fait tous ces jouets sur des rencontres, sur des sourires même carrément. Ouais, je crois que oui, pardon. Je crois que vous avez passé aucun oui, coup de non, mais fil, après vous aucun êtes dans les entretien. petits papiers de certaines boîtes de prod et puis ils ont l'habitude de travailler avec vous, ils vous rappellent systématiquement. Alors c'est un peu perturbant parfois. C'est même pas parfois pour votre talent, ou c'est juste parce que c'est confortable, ils savent que vous travaillez bien, ils ont l'habitude de travailler avec vous, ils vous rappellent. C'est voilà. Après, vous faites partie de fichiers. Vous savez, c'est ce que je dis régulièrement aux étudiants. Nos métiers, c'est le faire savoir. De toute façon, en école de commerce, ils vous disent pareil. Hein. Le faire savoir le savoir-faire. Et dans le savoir-faire, à un moment donné, on va vous demander 300% de compétences, même si vous les avez pas. Mais ces 300% de compétences, si personne ne sait que vous les avez, ça sert à rien. Donc il y a le savoir-faire, dans lequel on va vous demander la base. Et le faire savoir, c'est-à-dire il va falloir que les gens sachent que je sais bosser, que je sais faire, quoi. Et ça va passer par les rencontres, par le boulot, oui, beaucoup par les rencontres, énormément par les rencontres. Ouais. Ok. Bon, du coup, je veux juste rappeler la question pour Monsieur Drake. Merci. Oui, il est très vieux, il faut lui rappeler les questions de temps en temps. C'est pas par rapport à Non, ça. mais c'est j'étais que... perdu dans votre Et d'ailleurs, avec poésie, Monsieur Drake, monsieur. on s'est retrouvés sur une série pendant C'est 7 vrai. mois tous les deux. Moi, j'étais chef opérateur C'est prise vrai. de son de l'équipe extérieure et lui, il était au mix. Donc, en plus, beaucoup de nuits. Et eux, ils nous sortaient. Nous, on envoyait tous nos fichiers, tout ce qu'on faisait dans la journée en essayant d'être le plus pro possible. Et c'était deux mondes qui se côtoyaient juste le vendredi quand il y avait des pots à la prod, parce que C'est le ça, reste ouais. du temps, on se voyait pas. Il y en Et, avait dans la semaine aussi. Et on sortait 24 minutes utiles, ce qui est énorme. Pendant 7 mois, 24 minutes utiles par jour. C'était quelle série? C'est une série pour France 2 qui s'appelait Les 5 sœurs. 5 sœurs. Ouais, elles étaient 5. J'étais à 7 sœurs. Moi, c'est 5 Non, sœurs, mais il on a en raison. bouffé deux. À la fin, il n'y avait plus d'argent. On a bouffé perdu 2. Du coup, bon, pour Monsieur Drake, du coup, c'était vos premiers pas dans le monde professionnel. Comment ça s'est passé? Je vais vous répondre bien sûr, juste pour rebondir là-dessus. Mine de rien, et j'y ai pensé souvent, avec cette série, enfin, et surtout le procédé technique qu'on a employé pour faire cette série, parce que Robert vous disait à l'instant, on sortait 24 minutes par jour. En fait, c'est pas aussi direct que ça, mais dans une semaine, on tournait 5 épisodes. Et en fait, on a été les premiers en France, mais à mon avis, c'est plus large que ça, à pouvoir faire ça. En fait, on a monté le procédé, le process. Et toutes les séries que vous voyez aujourd'hui, elles sont sur ce process-là. Et on a été, on peut le dire, on a été les premiers à le faire. Je veux dire, sortir 5 fois 24 minutes par semaine. Et je peux vous assurer que des fois c'était chaud, on était à -2, c'est-à-dire -2, ça veut dire ce que je produis maintenant va être diffusé dans 2 jours. Ok. Pour une quotidienne. Voilà. En plus, ouais. Ah oui, c'est... Oui, tous les studios, en fait, pour faire court, tous les studios étaient reliés en fibre à un nodal. Donc on avait 3 grands studios, plus l'équipe extérieure. Et donc tout ça, toutes les images et tous les sons étaient envoyés en divergé, donc séparés vers les monteurs. Nous, en son, on avait un postulat qui était très simple, c'est qu'il fallait sortir un mix, même en extérieur. Il fallait sortir un mix à 6, 8 ou 10 micros, plus les perches. Il fallait sortir un mix exploitable en live, sur place. On séparait quand même nos pistes, et s'il y avait un accident, parce qu'il y en avait forcément en ville, donc ils pouvaient aller repêcher dedans pour chercher les sons seuls.
Et au pire du bout de la nuit, si vraiment il y avait une voix qui sortait pas, on avait une cabine et on faisait la voix puisqu'on avait les comédiens sur place. Mais voilà, et c'était un nouveau procédé et tout le monde procède comme ça maintenant. Ok. C'est-à-dire que tout est Plus belle la vie. Quoi, Plus belle avait démarré avant nous. Plus belle a démarré avant, ils ont démarré changé avant le nous. procédé. Ils ont changé de procédé Ouais. pour faire comme nous. Mais vous avez déposé un brevet pour ça, quelque chose ou pas? Il y avait des gens d'engineering qui l'ont déposé, mais nous non, nous on a participé à la machine. Ouais. Ok, putain, En incroyable. tout cas, on a essuyé les plâtres. Ok. Du coup, Monsieur Drey, rapidement votre insertion professionnelle. Alors, venons-y. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ma carrière comme musicien. La musique m'a amené dans les studios. Et vraiment, dans les studios, j'ai découvert beaucoup de choses. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment se fait-il qu'en captant des sonores, il en sort quelque chose de l'autre côté. Je me suis rapidement intéressé profondément à cette question. Donc j'ai traîné beaucoup dans les studios, donc j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient déjà bien dans la partie. Mais quelque part, je vais ne faire que paraphraser ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que le cœur du truc, c'est quoi? C'est la rencontre. C'est qu'à un moment, on rencontre quelqu'un avec qui ça colle et qui nous emmène ailleurs. Ou plus loin, en tout cas. Moi, j'ai commencé en fait, à étudier cette question du sonore, du mix sonore, de l'assemblage sonore. Du coup, j'ai directement créé. Enfin, j'ai travaillé quelque temps dans un studio assez performant. Et encore une fois, une histoire de rendre compte. Le gérant de ce studio était le frère de la copine que j'avais à l'époque. Encore et toujours. Encore et toujours. Encore et toujours, et là, c'est... Donc, merci à nos femmes, à nos compagnes. Officiellement, merci. On leur doit nos carrières. Quelque part. Suite à ça, je la fais courte, je monte une structure. Et toujours en rapport avec, ça s'appelait Level Studio, avec ce studio, comme on a de bons rapports, en fait, il m'a porté pas mal de travail. Bon, clairement, il m'a envoyé les travaux qu'il n'avait pas envie de faire, mais moi j'étais ravi, vu que je démarrais. Et ensuite, je suis parti, je suis arrivé à Nice, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, et j'ai remonté une structure. Et c'est là, ce que je vous disais tout à l'heure, que je rencontre le cinéma. et je rencontre le cinéma et beaucoup de gens avec qui je parle beaucoup. Et cette question de faire raconter différentes choses à la même image avec différents sons, j'y réfléchis encore maintenant. Mais c'est vraiment ce qui m'a amené là. Ok. Du coup, comme vous avez tous parlé beaucoup de la rencontre, tout ça, on sait qu'en ce moment, l'industrie, que ce soit dans la musique ou au niveau du cinéma, tout ça, est vraiment en train de changer avec le streaming, tout ce qui s'est passé. Du coup, vous conseillez quoi aux jeunes, à la nouvelle génération, par exemple nous, étudiants, ceux qui vont arriver, ceux qui sont en train d'arriver, vous conseillez quoi pour vraiment leur permettre de s'intégrer au maximum dans le monde professionnel? Cassez-vous. Découvrir, proposer, Ok. se cultiver. Et sortir un maximum, parce que du coup, M. Garnero, vous disiez que Exactement. trop de jeunes Rencontrer. étaient... Ça, faire de la rencontre au maximum. On parle beaucoup on parle beaucoup de la chance. Il faut une part de chance dans ce métier. La chance, c'est un peu ésotérique tout ça. La chance, ça se provoque. La chance, ça se provoque avec des rencontres. Et quand je dis se cultiver, bien sûr, il y a la littérature, mais il faut aller au-devant de la culture. Et évidemment, on rencontre. On rencontre des idées, on rencontre des gens. Et à un moment, il y a des matchs qui se font, qui vous amènent plus loin. Et ça,
toute façon, c'est ce qui ressort du truc, j'en démords pas. La chance, ça se provoque. La veille technologique aussi, toujours être au fait, c'est pas parce qu'on est installé qu'il ne faut pas s'intéresser. La veille technologique, c'est important. Parce que ça soulève des discours, ça soulève des discussions et ça amène des rencontres aussi. Excusez-moi, j'ai un peu squatté. Si vous avez d'autres choses à dire. Moi, je voulais juste rajouter, oui, il faut être un peu proactif aussi. C'est un mot à la mode, mais ça veut dire qu'il y a la rencontre, mais il y a l'échange. Il y a une dimension supplémentaire. Il faut, faut donner aussi un peu de soi. Moi, si je réfléchis juste à tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes les rencontres que j'ai pu faire qui ont une grosse influence, on va dire, sur mes expériences professionnelles, mais quasiment chacune n'était pas juste une rencontre. Prenez le mentor dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on s'est vu, ça a matché, musicalement, etc. On ne s'est pas dit, tiens, maintenant, pendant les 15 prochaines années, on va faire 80 albums, quoi. On ne s'est pas dit ça. Ça a commencé doucement. Ça a commencé, est-ce que tu pourrais me faire une prise de son de batterie ? Et en échange, tiens, je te fais des guitares. Après, je te mets sur un plan d'arrangement. Après, toi, tu mixes l'album, etc. Mais c'est parce qu'il y a des projets aussi qui venaient de ma part autant que de la sienne. Ou pareil, dans mes premiers réseaux que j'ai développés, je donne souvent cette anecdote, une personne qui m'a ouvert énormément de portes dans ce monde, je l'ai rencontré sur un salon, dans le bus, sorti d'aéroport, à Los Angeles, dans le shuttle qui va vers le centre de convention. On s'est retrouvés comme deux glands en français à rigoler parce qu'il y avait un type qui descendait de l'avion avec un gros accent du sud-ouest qui demandait son chemin en anglais avec un accent incroyable. On a juste rigolé, juste une blague. On s'est retrouvés comme ça, on a dit « Ah bah, vous êtes français aussi, oui ». Ça aurait pu s'arrêter là. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se dit « Ah bah, t'es où ? Tu fais quoi ? Ah bah tiens, oui, cette personne à l'époque travaillait était sound designer chez Roland, et on dit bah du coup ça tombe bien, moi je suis là sur ce salon aussi. Si on passait se voir demain, on boire un café ensemble pour discuter, etc. On a noué la relation comme ça, mais après, personne habitait Lyon, et il était intéressé par bosser dans les jeux vidéo. J'avais appris qu'il y avait une formation, je suis passé le voir en lui disant tiens, je sais que tu es intéressé par les jeux vidéo, il y a telle chose, et puis on a fait des trucs ensemble, Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours, il faut être proactif, quoi. Il faut s'engager aussi dans la relation, pas dire ah c'est super. C'est un peu ce que je regrette. On en a discuté avant avec Instagram, Facebook, etc. Enfin avec ces réseaux-là, c'est qu'il y a quand même un côté très passif maintenant de nos jours. Vous voyez ? Et je pense que l'expérience que nous on peut avoir, c'est que dans l'échange, il faut proposer aussi. Il faut aller de l'avant, il faut engager. Pour moi, c'est un peu la proposition, c'est ça. Mais je crois que c'est très très important quand vous réécouterez ce qui vient de se dire. Les deux personnes, mes deux confrères, mais néanmoins amis, viennent de toucher du doigt l'essentiel de nos métiers et de nos vies. Toi, tu as parlé de culture générale, et toi, tu as parlé de rencontres et cette anecdote sur le bus. Le bus, cette anecdote, elle est symptomatique. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que tu étais dans le bus, tu étais au bon moment, au bon endroit, parce que tu y as été? Et ça, c'est moi, pas plus tard qu'hier, tout petit autre degré. Il y a un journaliste que je veux voir depuis longtemps, et on se loupe tout le temps. Pourtant, on travaille faisant partie de la fabrique de production de France Télévisions. J'aurais dû le croiser et je le loupe depuis des mois. Et hier matin, je ne devais pas forcément être à l'école et je me dis, vas-y, parce que, je sais pas, il y avait un truc. Donc j'y vais pour préparer du matériel que j'aurais très bien pu faire aujourd'hui. Et comme par hasard, il vient, il passe, on se salue et on discute, on papote, on va dîner ensemble. C'est ça la vie. J'étais au bon endroit, au bon moment, parce qu'à un moment, c'est pas que de l'instinct, c'est il faut. Et la culture générale, c'est plus qu'important. Est-ce que je crée tout seul dans mon coin ou est-ce que j'écoute le monde entier pour savoir ce que les autres font parce que j'existe pas tout seul? Même si, in fine, au moment de créer quelque chose, vous allez le créer tout seul et puis il faut pas reproduire peut-être forcément ce que vous avez vu, sinon c'est du plagiat. C'est compliqué, hein, le cerveau. Mais voilà, nos métiers, c'est ça. Intéressez-vous au monde. C'est pour ça que dès les premières années maintenant, même si on le faisait pas trop parce que ça semblait tellement logique, on revient là-dessus. Intéressez-vous au monde. Intéressez-vous à ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que bon, là, ce que je vois, les programmes à l'heure actuelle, ça me peine un peu et ça me perturbe un peu. Ok, mais pensez autrement. Comment ils font ? Un truc en télévision qui a été complètement fou. Je suis un fan de l'émission de Fallon parce que la façon dont ils la font, ça on peut pas faire en France. On n'a pas les stars, on n'a pas le truc, on n'a pas le bon.
Mais l'évolution qu'ils ont eue dans cette émission pendant le Covid. C'est-à-dire qu'au début, ils ont dit, comme tout le monde, on bloque tout, on fait plus d'émissions, mais on va la faire quand même. Donc ils ont commencé un peu avec les portables, puis ils ont mis 2-3 mois quand même à trouver une vitesse de croisière. Et vous avez vu cette émission évoluer au fil des jours. Il a fait ensuite de chez lui, donc visiblement il y avait une régie finale aussi, parce qu'il reprenait des éléments, mais il mettait les gens en duplex, et eux ils remixaient tout ça après. Et du coup il y a plein d'invités, même s'ils sont repassés en live dans l'émission, il y a plein d'invités qui ne peuvent pas se déplacer à un moment donné, et qu'ils ont mis en écran. Alors d'un autre côté aussi, plein d'équipes, mais ça c'était dans les tuyaux depuis longtemps, ça s'est pas fait comme ça, Covid, on va arrêter les équipes de reportage. Non, mais ils se sont rendus compte que au lieu d'envoyer une équipe, et là c'est un phénomène purement économique, hein, il n'y a pas de qualité là-dedans, au lieu d'envoyer une équipe de 3 personnes pour faire un reportage de l'autre côté de la France parce qu'il y a quelqu'un interviewé à Nice et qui sont à Paris, ils vont faire Allo, Skype, ils le prennent sur Skype, les consoles sont équipées pour mettre le Skype dessus, et ils vont le faire comme ça évite 3 personnes, 3 avions, 3 machins, 3... Donc voilà, mais c'était dans les tuyaux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes vraiment dans cette génération. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit c'était mieux avant. La belle affaire, c'était mieux avant. Et alors on vit, on continue à vivre. Tout ça est en pleine mutation. Vous l'avez dit dans votre propos. Tout ça est en pleine mutation. Mais vivons-la, cette mutation. Vivons-la. Vous avez 20 ans, vous êtes au cœur de cette mutation. C'est pas prenez ce qu'il y avait de bon avant, mettez au point ce qu'il y aura après et vivez-le. Ce qui va se passer demain, vous avez vu l'actu, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Vivez-le maintenant. L'évolution, n'attendez pas d'être au top, faites-le vous. Justement, puisque c'est l'objet finalement de cette émission, qu'est-ce qui se passe maintenant ? En ce moment, il est en train de se passer une révolution. Quelque part. C'est-à-dire, on sait tous très bien que demain, ce sera différent. Et demain, là, on sait que c'est dans pas trop longtemps. Je veux dire, les conneries, ça va s'arrêter. À un moment, ça va s'arrêter. Il va y avoir autre chose derrière. Mais c'est clair que l'autre chose, en tout cas au niveau européen, qu'il y aura, ce sera autre chose. Et envisager l'avenir, c'est déjà réfléchir maintenant à comment... Alors, j'ose pas... C'est un peu dégueu de dire ça dans ce contexte-là, mais comment pouvoir profiter pas profiter, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, s'insérer dans ce contexte. Rendre ça positif. Ouais. On va dire. Voilà. Il faut savoir se positionner par rapport à l'événement. Ça, c'est important. Et anticiper les trucs. Ça, c'est vraiment important. Je reviens sur la... Vous savez ce que j'ai fait quand je démarrais dans la Poste, je proposais, parce qu'on disait proposer. Quand j'entendais parler, quand je rencontrais des gens, je parlais de projets, de leurs projets. La Poste Post-production. Ah, d'accord. Oui, avant il était facteur, alors. Pardon. À la Poste pour... Alors ça m'était même pas monté, voilà. la Poste. On passe pas la Poste pour hériter, hein, à la postérité. Voilà. Ok. Ouais, la Poste, c'est un autre métier. Mais Je sais pas, je vous voyais facteur au début, je sais pas. c'est ça. Ah, c'est pour ça jaune. C'est ça, ouais, c'était pour la Poste. Je récupérais des images et je proposais quelque chose. Alors souvent, je le bipais pour pas que ce soit utilisable. Mais clairement, je m'adressais à un réalisateur, je disais, voilà, moi, je peux faire ça. Sur 1 minute, des fois 2 minutes, voilà, un truc qui me prenait des fois 1 jour, 2 jours de boulot. Mais je proposais quelque chose. Et j'ai eu souvent des résultats comme ça. Ce que disait Fred, il faut être vraiment proactif, il faut s'investir. Bon, des fois, il n'y a pas de résultat. Mais en fait, il y a la plupart du temps, il y a des résultats. Si vous jouez le jeu. Alors attention, jouer le jeu, parce qu'il y a jouer le jeu, il y a tiens, on fait un film, on n'a pas de sous, tu veux bien. Voilà, mais je ne vais pas partir là-dessus. Mais proposer quelque chose de concret qui vous prenne 1 ou 2 jours de boulot, c'est bien. Respectez. En tout cas, ça vous fait un truc pour le pressbook, dans le pire des cas. Et puis, voilà, cette personne est capable de faire ça. Ok.
Et, Monsieur Garnero, je ne sais pas si vous avez... Oui, quelque oui, chose à oui. dire Donc je vais revenir peut-être un petit peu sur la question initiale. C'est vrai que de toute façon, on le dit, ce sont des métiers de réseau, encore faut-il se le construire. Et en direct live. Alors qu'est-ce qui fait que la première personne qui m'a mis le pied à l'étrier en voulant monter un studio d'enregistrement m'a choisi? Des fois, ça joue à pas grand-chose. Hein. Un regard, un point de vue sur l'actualité, une bêtise qui fait la différence par rapport à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et après, généralement, ça se finit devant un resto, des discussions qui, pour ma part, ce jour-là, on n'a jamais abordé les questions de qualitatif au niveau du son. Jamais. On a parlé de plein d'autres choses, mais pas de ça. Parce que finalement, les atomes crochus, ça se définit sur d'autres critères humains et qui sont qui sont pas maîtrisables comme ça, qui se vivent à l'instant T et surtout avec beaucoup de spontanéité en étant soi-même. La deuxième personne, donc comment je suis rentré dans le monde du théâtre. En fait, un théâtre cherchait un régisseur G à l'époque. Et j'ai été mandaté par la NPE, qui est le Pôle emploi spectacle aujourd'hui, pour aller l'aider parmi la tonne de CV qu'il avait à choisir quelqu'un. Et au bout de quelques CV lus, il me dit « Attends, on arrête tout là. Qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de bosser avec moi ?» Voilà. J'ai dit, je n'avais pas spécialement envie. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, humainement, il y a un truc à faire. Et ça a matché. Voilà, l'aventure a duré un peu plus de 16 ans. Avec beaucoup de boulot, c'est-à-dire qu'on faisait 130 ouvertures publiques par année, par an, avec les répétitions, les montages de décors, enfin oui, il y avait quand même, c'était bien chargé, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'insiste sur cette démarche qui est, faut vivre la vie dans le vrai, quoi. Je pense pas que la vie ça se construise derrière un écran. Parce que aujourd'hui, moi, mon recul et mon expérience a fait que c'est au travers d'un regard, d'une prise de position sur une bêtise qui font que tiens, avec lui, il peut se passer un truc. Parce que d'abord et avant tout, puis vous le verrez quand vous travaillerez en studio, en post-prod, ou peu importe, le domaine d'application dans lequel vous évoluerez, c'est d'abord et avant tout des rencontres humaines. Et on met beaucoup de notre personnalité et on doit retranscrire en même temps la personnalité de quelqu'un. Et là, ça va au-delà du scénario, ça va au-delà du mode ou de la gamme employée. Ça va au-delà de tout ça, en fait. Ok, mais du coup, vous avez dit tout à l'heure que à aucun moment vous avez parlé de son avec quelqu'un avec qui vous bossiez. Donc ça veut dire que, l'humain est peut-être plus important que la technique ? Clairement. Ok. Clairement. Mais attention, attention. C'est la question de la confiance. Il y a une question de confiance. Il y a une relation de confiance d'abord. Moi, avec tous mes employeurs, c'était plutôt des amis, quoi. D'accord. À partir du moment où vous savez, où la personne en face de vous sait ce que vous valez, il y a ça aussi. C'était le savoir-faire de tout à l'heure, vous voyez, le faire savoir plutôt. C'est voilà. Mais moi, je voudrais rebondir, mais juste une seconde, sans monopoliser la parole, sur quelque chose de totalement actuel. J'en veux pour preuve le prochain festival de Cannes, qui est dans quelques semaines maintenant. Les partenaires changent, la façon de travailler change, puisque France Télévisions a repris avec Brut. Et Brut, bon, c'est le réal historique, de toute façon, c'est le Van Kim, donc techniquement, ça ne va pas changer grand-chose, c'est juste l'éditorial qui va changer. Ils ont changé les voitures, puisque l'image des voitures, historiquement, c'était Renault, et c'est BM qui prend le marché. Et le 4e partenaire du Festival de Cannes, et d'ailleurs, une personnalité a été nommée à la présidence, puisque Lescure il arrête après le festival, donc il ne terminera pas son dernier mandat, est une femme très européenne, donc c'est plus une personne française qui va être à la tête du festival et qui était à bloc dans les multimédias et dans les nouvelles technologies. Donc ça arrive. Et le 4e partenaire important cette année du Festival de Cannes sera TikTok.
Voilà. Ah oui. Donc donc vous voyez que même le cinéma, dans sa grandeur luminescente, accepte quand même un partenaire TikTok parce qu'ils arrivent avec de l'argent et ils arrivent avec des projets de courts-métrages, des projets de films, des projets de diffusion. Donc on est dans ce monde-là. Donc effectivement, on privilégie, parce que nous on le fera tout le temps, et c'est vrai, la rencontre entre les gens, le partenariat entre les gens. Mais au bout de la chaîne TikTok et de création, ou au bout de la chaîne Insta ou d'autres, moi qui en bouffe beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, parce que je veux voir comment ça marche, parce que ça m'interpelle, ça me passionne, il y a des créateurs. Maintenant, est-ce que, et on a eu le cas à l'école, on a 2 exemples très précis, dont un cette année, en 2e année, est-ce que quelqu'un peut, et on va être très clair là-dessus, peut sur un coup faire un titre ou des jingles qui vont être pris. On en a eu un l'année dernière, il y a 2 ans, qui a été pris par Marvel, et on en a un cette année qui est le type, quand vous lui parlez, il vous répond même plus tellement il est perché maintenant. Donc donc est-ce que tu vas faire ta vie comme ça? C'est ton problème, mon gars. En tout cas, puisque tu veux pas communiquer avec moi je vais pas communiquer avec toi. Vous voyez, c'est donc est-ce qu'on peut faire sa carrière ou démarrer une carrière sur un coup de dé? Oui, on peut le dire. Et nous, à notre époque, il n'y avait aucune chance que tu aies 20 millions de vues en quelques jours. Donc oui, mais pour ça, si vous voulez durer, faire quelque chose de qualité, à moins de faire la danse des canards et d'en faire qu'une et faire ça toute ta vie, oui, mais il a bien vécu avec ça. Hein. Patrick Hernandez aussi, par exemple. Absolument, oui, mais à côté de ça, c'était un vrai titre. Bien sûr. C'était pas juste un jingle. Donc oui, si vous avez la base et le talent, et après les contacts, oui, c'est un vecteur à ne pas, ce sont des vecteurs à ne pas mettre de côté. Évidemment, ça fait partie du truc. Évidemment. Mais en soi, il faut une vraie culture générale, il faut s'intéresser à tout ce qui se passe, il faut une vraie base, il faut une vraie technique, il faut savoir ce que vous voulez, et quelque part, à un moment donné, il faut essayer de faire savoir qu'on a du talent. Ou tout simplement, sans même parler de talent, et là aussi, c'est quelque chose qu'on peut aborder dans une école, avoir la technique qui va vous permettre de vous mettre au service d'une œuvre et au service d'un talent sans être vous-même créateur. Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc oui, ça peut être perturbant, les réseaux sociaux. Oui, c'est une arme phénoménale et ça fait partie du jeu. La preuve Cannes cette année, puisque là, ils n'ont pas eu de... C'est marrant, hein, là, il n'y a pas eu d'état d'âme de se dire ah oui, non, TikTok dans le cinéma, c'est pas beau. Il y a quelques années, ça ne se serait jamais fait. Il y a quelques temps, ils ont pris Netflix. Oui, mais complètement. Complètement. Non, mais... Là, le prochain film de Otoniente, il vient d'en faire un pour la télé, il refait 3-0 qui va s'appeler 4-0, et il n'est pas prévu en salle, c'est Amazon. Et il y en a plein comme ça. Donc on y est là. Oui. C'est pas la vie d'après. On est là. Ah, complètement. Moi, je suis d'accord, Robert, moi je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense que là, d'un point de vue relationnel et d'un point de vue de durabilité dans une carrière, parce que bon, quand même, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont 40 ans à bosser derrière, quoi, quand même. Ah oui, non, mais je suis entièrement... Voilà. Donc, moi, je crois fondamentalement à la rencontre. C'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, je me dis que s'il y avait eu Facebook, TikTok ou peu importe, ou ce genre de choses, l'entretien de la relation aurait été plus facile. Mais la relation, je pense que la relation durable ne peut se créer que par un contact, par un échange de regards et un point de vue, par des choses finalement qui arrivent comme ça, on ne comprend pas trop pourquoi. En revanche, c'est vrai que avant tout ça, comment ça se passait? Il fallait se déplacer. Fallait qu'on se rencontre, fallait qu'on se téléphone. Il y avait des démarches comme ça qui étaient un peu. Puis je vous parle d'une époque où le téléphone était payé en la minute, hein, quand même. Je sais pas si c'est que le téléphone fixe surtout. Oui, oui, complètement. Mais on a très bien vécu, on est là. Hein, bien sûr. Voilà. Donc, quand on allait à la bibliothèque. Voilà, quand on allait à la bibliothèque, oui. Mais alors, c'est vrai que l'entretien de la relation, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des facilités. Mais je pense que le facteur déclencheur de choisir quelqu'un pour des relations de longue durée dans le monde professionnel, je ne pense pas que ça puisse se déclencher directement comme ça. Sans connaître la personne, sans avoir... en ayant juste un CV, finalement, quoi. Je vais vous donner une phrase, tiens, c'est cadeau, ça.
Je m'occupe depuis quelques années alors je suis pas producteur de ça, hein, de la logistique pour Twitter, mais Twitter Monde, pour un festival de pub qui s'appelle les Lions, qui est le plus gros festival de pub au monde, qui se passe à Cannes, qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans, mais je m'occupe de leur logistique. Et il y a donc la dernière fois qu'on a fait le plateau, c'est des très très gros budgets pour 4 jours d'exploit. Et j'ai vu une des responsables, alors que quand ils arrivent, on prend une claque, nous, en tout cas moi, le vieux, les dirigeants marketing et communication de Twitter Monde, elles doivent avoir 24 ans, elles arrivent en tongs, et c'est complètement un autre monde. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais puisque vous avez, parce que le business, il a continué pendant le Covid, hein, rien ne s'est arrêté, les salons ne se faisaient plus, mais le business a continué. Puisque maintenant vous travaillez, vous avez des réseaux sécurisés pour travailler en vidéo, pour travailler. Pourquoi aller dépenser des fortunes à organiser des salons? Parce que ça coûte très très cher. Nous, une semaine d'exploit, c'est un budget de 3 millions. Pourquoi vous faites ça alors que à l'année vous pouvez totalement travailler et en plus sans décalage horaire, sans rien. Et une des jeunes m'a répondu et qui m'a été confirmée par la patronne de Disney quand même. Rien ne remplacera le face-to-face. Et c'est ce que tu viens de dire. C'est ça, oui. Moi, j'en suis à un convaincu. moment, il faut rencontrer les gens en vrai. En vrai. Parce que justement, un rendez-vous peut en amener un autre, et vous allez, comme ton explication de tout à l'heure, parce que c'est ça le fond du truc. Vous allez dans un salon, et sans avoir rendez-vous avec quelqu'un, si vous essayez de prendre rendez-vous avec quelqu'un, les 3 quarts du temps, vous ne l'aurez pas, ce rendez-vous. Oui, Vous ne l'aurez pas, ce rendez-vous, mais vous êtes au bon endroit, et à un moment donné, ping, il se passe le créneau, le moment où tu vas être en face de la personne. Et la personne, elle serre tellement de mains qu'à un moment, elle va serrer la tienne. Ben, quand toi, tu as ta main dans sa main, tu la serres et tu la gardes, et tu le gardes 2 secondes. Par contre, là, ces 2 secondes-là, va falloir être efficace et lui dire ce que tu as à lui dire. Ça passe pas. Mais le face-to-face, ça existera tout le temps. Il faut rencontrer les gens. Il faut aller vers eux. Pourquoi la post-production a du mal à fonctionner dans notre région? Pardon, je parle de la post fictionnelle, enfin du cinéma. Pourquoi ça a du mal à exister dans notre région? Exactement ce qu'il vient d'expliquer. Si vous voulez vraiment faire ça, c'est Paris, parce que les gens, ils doivent être là. Pourtant, c'est facile d'envoyer les trucs, d'envoyer tous les jours quelque chose, le travail qu'on a fait, et d'avoir un contact comme ça. Non, ça marche pas. En tout cas, ça ne convient pas. Les gens, ils veulent être là, devant, pendant que ça se fait. Ils veulent vous parler. Voilà. Non, mais le truc, il est très simple. Quand on l'a tous fait, ça. Là, tu vas être à Paris dans quelques jours. Quand vous allez à Paris. Mais Paris, c'est pas simplement un mot méchant qui arrive à l'OM quand on dit pas ça. Paris, quand vous êtes sur place, vous rencontrez les gens, vous les voyez, ils vous connaissent. Vous passez dans un couloir, vous repartez, vous avez du boulot ou un projet. Vous repartez de là, ça n'est pas qu'ils ne vous aiment pas, c'est que vous n'êtes plus dans leur champ de vision. Et n'étant plus dans leur champ de vision, vous n'existez plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même talent que vous, ou approximatif, et qui, eux, sont dans le champ de vision. Donc pourquoi ? Le cerveau est très simple. Pourquoi aller chercher loin ? Bon, après, il y a un phénomène économique aussi qui fait que c'est beaucoup plus facile de faire venir quelqu'un à Paris parce qu'ils sont là plutôt que de payer un billet d'avion pour le faire venir enregistrer ici aussi. Il y a des phénomènes économiques aussi. Mais il y a ça, il y a la rencontre. Moi, je peux vous assurer que chaque fois que j'étais au siège de France Télévisions pour prendre un café et pour dire coucou, je suis là, je repartais, j'avais un projet. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est passionnant. Et c'est déprimant. Et ça vient pas tout seul. Et il faut vous accrocher. Okay. Il y a que ceux qui s'accrocheront. De toute façon, il faut avoir envie. Si vous avez envie, il y a des perspectives, il y a des possibilités. Après, qui sommes-nous pour vous dire ça va marcher pour vous ? On le souhaite, évidemment on le souhaite. Maintenant, c'est vous et vous, là. D'accord. Du coup, j'avais une question, c'était plus, comment dire, ça peut être axé musique, mais après assez général. C'est par exemple si on a 2 opportunités différentes, une intéressante et une qu'on aime d'un point de vue personnel. L'intéressante, quand je dis intéressante, c'est par exemple, je vais faire un exemple un peu exagéré. On est un grand fan de rap. On a Quincy Jones qui nous demande de faire un album pop. Quel est le mieux ?
Voilà, c'est exagéré bien sûr, mais privilégier quoi, les goûts personnels ou l'attractivité Ça, On c'est fait un métier difficile. de question, ça. service. On fait un métier de service. On veut le répéter, on fait un métier de service. C'est-à-dire, on est payé pour répondre à une demande. Alors, si demain, la demande, c'est de faire de la valse musette avec Yvette Horner, c'est notre Elle est métier. morte. Elle est morte. Ah, pardon. Elle est morte. Bon, ben, en tout cas, l'exemple est éclairant. C'est notre métier de faire ça. Le boulot, c'est ça aussi. Mais au-delà de ça, c'est d'y amener son âme. C'est d'y amener ce qu'on aime. Même dans quelque chose qu'on... Mon premier album, c'est un album de reggae. Le premier album que j'ai réalisé, c'est un album de reggae. J'avais très peu écouté de reggae avant. Je connaissais Bob Marley, des trucs comme ça, mais voilà. Bon, ben bien sûr que j'ai dit oui. Et bien sûr que j'ai appris en faisant ça. On a un métier de service. Ouais, moi, je me méfie un petit peu du travail coup de cœur. Alors, soit on a la maturité nécessaire pour prendre le recul qu'il faut par rapport au travail qui est demandé. Le prisme coup de cœur, où j'adore faire ça, c'est comme... le problème de la perception en studio, ou en hi-fi, c'est qu'on est toujours un petit peu à la recherche, c'est le cas des audiophiles, on est toujours un petit peu à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouveront jamais, qu'ils ne retrouveront jamais. Donc finalement, on aime quelque chose, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ça vient de l'enfance, on a entendu dans des conditions qui sont peut-être pas forcément des conditions d'écoute idéales, mais les circonstances font que on a aimé un son particulier, qui soit, on prend un morceau de rap par exemple, puisque c'est l'exemple que vous nous sollicitez. Et donc, on aime bien ça. Mais le problème, c'est que, alors, comment je dois mixer par rapport à... Comment est-ce que j'analyse mon écoute ? Je dois mixer par rapport à un souvenir qui ne reviendra plus, que j'ai pas clairement identifié. Je pense pas que ce soit, d'un point de vue de la sensibilité d'un mixage, de l'avis de la personne qui vous embauche. Parce qu'elle est venue là par un autre chemin. Émotionnel. Voilà, donc oui, on peut travailler dans quelque chose que l'on aime, tant mieux, mais à un moment donné, on est au boulot quand même, et le vrai danger, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Et on va toujours chercher quelque chose en plus qui va nous manquer, et ça, il faut savoir s'en défaire, quoi. Et à un moment donné, il faut livrer. Je sais pas, je pense que Fred doit avoir une peur. Oui, après, c'est vrai que je comprends cette question dans la bouche des étudiants. Après, bon, moi j'ai une opinion peut-être un tout petit peu différente, mais finalement elle rejoint quand même celle de mes collègues. C'est vrai que c'est un métier de service. D'une part, bon, d'un côté, je vais faire la thèse, antithèse, synthèse. Bon, voilà, il reste 3 heures de podcast, c'est ça ? Non, si on parle de carrière... Alors effectivement, vous regardez sur Internet les gens que vous pouvez connaître, avec lesquels moi j'ai bossé, où on a parlé du manager Chris Lightly, manager de 50 Cent, et Mobb Deep tout à l'heure. Tous ces gens-là, j'écoute pas leur musique, quoi. Ah ouais, mais mince, mais c'est une réalité, quoi. D'accord, j'écoute pas leur musique, et puis voilà. Je peux pas dire que j'aime ou j'aime pas, mais juste, j'écoute pas, je suis pas particulièrement fan ou quoi. Mais voilà, c'est un métier de service, on est payé pour ça, et c'est quand même des super expériences, d'accord ? Donc, loin de moi l'idée de regretter quoi que ce soit à ce niveau-là. Après, d'un autre côté, si je veux aller au fond des choses, on n'avait pas besoin de faire bouillir la marmite, et si on n'avait pas besoin de faire carrière, mais on ne se poserait pas du tout la question. Donc c'est pour ça, derrière votre question, je me demande si vous ne dites pas, en gros, est-ce qu'il faut faire carrière ? Et est-ce qu'il faut, coûte que coûte, qu'on ait cet esprit de service et qu'on prenne tout ce qu'on nous propose en disant... Alors, la question, c'est plutôt qu'est-ce que c'est de faire carrière ? Gagner bien sa vie confortablement, avoir des gens de plus en plus renommés, travailler avec des gens de plus en plus renommés, travailler avec de plus en plus d'argent, de plus en plus de moyens. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, il faudrait... Voilà, c'est le prochain podcast. C'était plus en fait de comment dire, où trouver notre plaisir dans un projet, dans la personne avec qui on travaille, pourquoi on le fait, le style du projet. Mais plus où focaliser notre plaisir dans le travail, en fait. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je disais, d'un autre côté, s'il n'y avait pas la carrière qui rentrait en compte, le boulot, s'il ne faut pas faire bouillir la marmite, bien sûr, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous fait plaisir et basta. Après, en termes de plaisir, moi j'ai autre chose que je dis, c'est pour ça la synthèse.
je la fais un peu rapidement, mais ce que je dis souvent, c'est moi je préfère travailler sur une musique que j'aime pas, qui est bien faite, mais 1000 fois plus, je préfère ça plutôt que de travailler sur une musique que j'adore, qui est hyper mal faite, quoi. Oui. Oui, parce que quand même tout part de là. C'est ça. Donc j'aurais beaucoup plus de plaisir à travailler sur des musiques que j'écoute pas, que même j'écouterai jamais. Mais bon, je dis souvent aux étudiants, moi j'ai de la chance parce que j'arrive toujours à trouver au moins un aspect qui me plaît beaucoup. Des fois, je me focalise sur voilà, ça peut être un aspect technique, ça peut être là voilà, la 808, elle est super bien gérée avec le kick. Au niveau mastering, sur le sub, ça passe bien, ou ça, ou un texte, ou n'importe, ou ça me rappelle une connotation quelconque, quoi. Ça va me rappeler quelque chose. Et voilà. Et on trouve souvent son plaisir, entre guillemets, là-dedans, plus que de se dire, ouais, c'est l'artiste avec lequel j'ai rêvé le plus de toute ma vie de bosser avec, et là, malheureusement, on risque d'être déçu, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire, même quand on fait Yvette Horner, Oui, qui est morte. qui est morte, Rest in peace. On arrive toujours à trouver quelque chose dans lequel on peut s'épanouir. Donc, je veux dire, chaque petit truc, un truc qui dit que chaque singularité renferme un univers. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on arrive, même quand on est dans un milieu non habituel, on arrive à trouver quelque chose qui nous passionne. Et dans cette chose, c'est là où on peut développer un nouvel argument, justement, qui peut plaire à beaucoup. En gros, ne refusez rien. Voilà, c'est ça. Toujours trouver du plaisir dans chaque projet, c'est ça ? Exactement. Voilà, moi j'ai commencé, quand vous m'avez donné la parole en premier, ma première chose c'est de me dire, la première expérience anecdote que j'ai dit, ma carrière, elle a, entre guillemets, elle a changé quand j'ai accepté de faire quelque chose pour lequel c'était absolument pas mon délire, quoi. Voilà, j'ai accompagné un chanteur de variété dans la Drôme et ça voilà. J'ai rencontré un mentor voilà. Vous voyez, c'est ça, un truc qui m'a changé mon activité professionnelle pendant 15 ans. Mais pendant 15 ans. Donc voilà, la réponse est là, peut-être. Mais en fait, la variété, t'aimais bien, c'est la Drôme que t'aimais pas. Ouais. Alors moi, je vais développer tout ça, parce que j'ai pas un mot à rajouter, parce que c'est exactement tout ça. Mais il y a plus pourri encore comme situation. Imaginez que pendant quelques temps, vous cherchiez un peu, vous n'avez pas de travail, et ça nous est arrivé à tous. Et un projet tombe, bon, il arrive, ok, c'est quelques jours, je le prends. Et dans les 48 heures, on vous appelle pour un projet que vous vouliez et qui vous séduit beaucoup plus, mais vous avez déjà dit oui à quelqu'un. Ça sent vécu, ça. On l'a tous vécu, ça. On l'a tous vécu. Ça, c'est une et là, constante. il y a un grand cas de conscience, parce que si vous refusez le premier après l'avoir accepté, vous vous fâchez, ou pas loin. Et puis, c'est pas à gagner non plus que ce peut-être projet qui vous séduit beaucoup plus sera pas mieux. Ou alors vous acceptez le second projet, vous vous fâchez avec le premier, et puis le second est annulé la veille. Voilà, c'est nos métiers, ça. C'est fait de ça, les choix. Comment faire des bons choix ? Ça, c'est en votre âme et conscience. Si vous avez évidemment, mais ça, c'est l'immense luxe. Et en plus, je sais même pas si c'est vraiment un luxe en le disant. Si vous avez la chance de ne faire économiquement parlant, pardon. Si vous avez la chance de ne faire que ce qui vous plaît, chapeau. Mais est-ce que c'est très intéressant, en fait ? Moi, j'ai peur qu'au bout d'un moment, on tourne Est-ce un que peu la vérité n'est pas dans ce que tu viens de dire ? Et je le crois bien. C'est-à-dire partir aussi sur des projets qui vont vous séduire avec des gens que vous allez découvrir. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur la dernière version de Popstar R&B. Où on s'est enfermé pendant 1 mois et demi à la Manufacture des œillets d'Ivry-sur-Seine, qui était une usine, en fait. Ils avaient transformé en studio télé. Et donc, c'est l'époque où est sorti Sheriff Aluna, toute cette bande-là. Bon. Et quand je me suis dit... En plus, il n'y avait pas de feedback. C'était pas comme la Starac, il n'y avait pas de feedback immédiat. Donc, on tournait tout. Et c'était monté et c'était diffusé 3-4 mois après. Donc, il n'y avait pas de retour immédiat. Donc, ils n'avaient pas le melon, ils n'avaient pas le... Et quand on m'a dit 1 mois et demi avec des R&B, avec la casquette de travers et wesh, enfermé matin, midi, soir et tourné 24 heures sur 24, j'y étais. Parce que quelque part, ça me titillait, mais j'étais en me disant, ça va être... Je suis sorti de ce tournage, mais enchanté. Parce que j'ai rencontré des gamins qui avaient
qui avaient faim, qui avaient envie d'arriver. Les gamins, quand ils avaient un prime le soir, les fringues qu'ils avaient sur le dos, parce qu'ils avaient pas, personne les connaissait. Donc il n'y avait pas de styliste, donc ils s'étaient payés leurs fringues, des fringues de marque, des machins. Donc ça a l'air de rien, mais pour en arriver là, ils étaient clean, ils avaient et quand ils avaient un prime le soir, mais avec toutes les activités de la journée, que ce soit chant, danse, comédie, le reste. Ils se levaient plus tôt que les autres le matin pour repasser leur tenue, pour être prêts pour le prime le soir. Et ils m'ont donné une leçon de vie, en fait. Et j'ai découvert la culture R&B avec ces jeunes. J'ai dit des gamins, non, ça serait trop réducteur de dire gamins, mais avec ces jeunes et ils avaient un profond respect en nous, équipe technique, voilà. Et voilà, donc voilà, et des gars comme ça, on en trouve, qui ont beaucoup travaillé à la Plaine Saint-Denis. Quand vous allez dans le 9-3 et dans tous ces coins-là, vous tombez sur des gars, je vous promets, ils ont les crocs, ils ont envie d'avancer, ils se bougent. Et ils se posent pas de questions sur après-demain. Ils vivent beaucoup au quotidien, mais ils sont tout. Regardez le collectif Courtrajmé, Mouloud Achour, toute cette bande-là, ils ont quand même fini aux Oscars. C'est l'année dernière ou il y a 2 ans avec Lajli. Mouloud, je connaissais avant de la radio et maintenant il a son émission sur Canal que j'adore. Mais bon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dès qu'ils ont été au top, c'est-à-dire après plus de 10 ans de création, d'artistes, de production, ils ont créé une école qui est limitée dans le nombre de personnes qui prennent. Ils prennent dans les quartiers, ils prennent parce que c'est leur vocation. Et parce qu'il faut apprendre la base. Et on en revient toujours au postulat de base. C'est-à-dire que oui, il y a une base. C'est-à-dire que oui, autodidacte, tu peux y arriver, mais si tu as la base, c'est quand même pas mal, quoi. Et ça crée aussi des rencontres. Ce que vous faites là cet après-midi. On peut dire, c'est l'après-midi, vous n'allez pas passer ça en direct, on peut dire que c'est l'après-midi. Vous créez aussi des générations. Qui sait si vous allez encore une 3e année l'année prochaine? Qui sait si vous n'allez pas continuer, si vous n'allez pas vous retrouver sur des projets ou que vous n'allez pas vous retrouver dans quelques années. C'est là qu'on les crée, les générations. C'est maintenant. Okay. Je fais mon Macron, là. Ouais, la vie, c'est maintenant. Non, mais c'est ça. C'est comme ça que vous créez ça. Regardez, vous êtes tous sur le même projet, là, aujourd'hui. Ok. J'avais une question, du coup, c'était justement en sortant de l'école, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour aller trouver du travail Quelle est la meilleure façon, selon vous? C'est uniquement comportemental. On revient au début, là. Ça, on revient. Est-ce que c'est toujours pareil? C'est vraiment faire des rencontres, bouger un maximum, bien tout sûr, accepter? Bien sûr. Alors tout. Pas tout. Pas tout, mais restez ouvert. Ce qui va vous sembler intéressant. Je pense que si vous cherchez le boulot de votre rêve, il faut beaucoup insister. Il y a aussi ça. Ouais. Il y a aussi ça. Enfin, du témoignage des anciens, il y a 2-3 ans, pour votre génération, quoi. Faut pas hésiter à harceler les gens, quoi. On vous en voudra pas. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais on ne vous en voudra pas. Et puis, ça a toujours été. De toute façon, il faut harceler les gens, il faut vraiment y aller. Montrer que vous êtes motivé. Je suis fasciné pour les fréquenter depuis très 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 longtemps par les acteurs, terme générique, actrice, acteur. Et ce qui me fascine, c'est chez les acteurs, c'est que ceux qui réussissent, ils ont été au bout du truc. Tout le monde, un jour, a envie d'être rockstar. On a tous chanté devant notre ballet, dans notre salle de bain. On veut tous être rockstar, ou tous comédiens, ou tous machin, ou tous Zidane, ou tous ce que vous voulez. Mais ces mecs-là qui réussissent à ce niveau-là, ils ont été jusqu'au bout de leur process, ils ont été jusqu'au bout de leur envie. Ils ont été jusqu'au bout. Et il y en a qui arrivent jusqu'au bout. Eux, ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Maintenant, après, il y a des degrés. Tout le monde ne sera pas Sting, tout le monde ne sera pas... voilà, mais il y a de la place pour tout le monde. Vous existez, vous êtes humain, vous vivez, il y a de la place pour vous, à vous de trouver votre place. La place, elle n'est pas écrite, il n'y a pas un schéma. C'est pas écrit sur du marbre, tu sors de là, tu fais comme ça marche. Ça serait tellement... On adorerait faire ça. On adorerait vous dire, bah voilà, tu finis ça,
tu te donnes. Et en plus, ça serait tellement simple pour nous, parce qu'on pourrait vous motiver encore plus, vous pousser, mais jusqu'à l'extrême, pour que vous sortiez de là, mais des tueurs, et vous dire, voilà, tu démarres là tel jour. Bah ouais, mais ça n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok, et du coup, quel statut vous conseillez pour en sortant de l'école? Ils sont tous bons. Tous bons à prendre? Tous. Et ils sont cumulables. Et ils sont On cumulables. entend beaucoup de bêtises. C'est pour ça que rapprochez-vous de tous les gens qui peuvent vous renseigner réellement en production, en gestion. Moi, j'ai eu, à un moment donné, 4 statuts. Là, j'en ai encore 3. Enfin, plus que 2, puis je suis plus intermittent, mais ça a été un choix l'année dernière. Mais vous pouvez être très bien intermittent, avoir votre propre boîte, donc être chef d'entreprise, en nom propre ou avoir une entreprise. Avec 50 comédiens, on a racheté un hôtel, j'étais président d'une SAS de cet hôtel. Ne prenez jamais un hôtel avec 50 comédiens. C'est le conseil. Hein. C'est le conseil, ça finit mal. Mais voilà, donc j'avais plusieurs statuts. Le tout, c'est bien. Et ça, c'est avant, c'était peut-être beaucoup plus compliqué. Maintenant, avec l'URSSAF et le reste, c'est ultra simple. Il suffit de remplir les cases au bon moment. Il suffit de déclarer les bonnes choses dans les bonnes cases au bon moment. Ça vous prend, allez, une demi-heure par mois pour faire votre récap si vous avez tout bien fait. Et vous pouvez cumuler. Après, les organismes font leur sauce. Voilà. Mais intermittent, c'est pas un métier. Hein. On est bien d'accord. C'est un régime. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités, et si demain c'est plus intermittent, parce qu'à terme, depuis 30 ans ou 35 ans qu'on nous dit que ça va arrêter, à terme ça arrêtera, mais il y aura autre chose. Donc je pense qu'il y a effectivement, comme dit Robert, il y a une spécificité française quand même. Ah oui, complètement, là-dedans. bien sûr. Cette spécificité française, comme elle existe dans le cinéma, par exemple, il y a une spécificité française pour l'attribution de bourses ou d'aides pour le cinéma. Cette spécificité, je pense il n'y a aucune raison ça changera de nom, mais il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui on s'en débarrasse. Pourquoi ? Parce que la France est un pays de créatifs, et que vous le voyez bien dans nos métiers, même lorsqu'on fait de la technique pure et dure, il y a une part de créativité à transmettre et une valeur ajoutée à ce niveau-là qui est vachement importante, qui est très très importante. On ne se contente pas uniquement de brancher des câbles, on branche un câble parce qu'il va recevoir tel instrument dans tel style de musique. On est déjà là-dedans, parce que ça sécurise tout le monde et on fait partie du process de création, même si on n'est pas directement l'instrumentiste ou le chanteur ou le compositeur, mais on fait partie du process de création. Et ça, c'est vraiment important. Les musiciens, d'une manière générale, ou je peux dire la même chose, des metteurs en scène ou des comédiens, ils adorent se sentir être pris en main. Eux, ils ont leurs problèmes, qu'ils soient en live ou en enregistrement. En live, il faut que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème technique. En enregistrement, il faut que le produit fini puisse être écouté ou vu de nombreuses fois sans qu'on relève de défauts. Donc les enjeux sont très très importants, d'un côté comme de l'autre, mais d'une manière générale, il faut que les musiciens doivent se sentir pris en main et complètement délestés des problèmes dits techniques. Ils doivent être confortables, ils doivent être... Voilà, et c'est notre rôle. Et ça passe par de la technique, quand on ne va pas se tromper entre un instrument et un autre. Notamment dans les instruments avant, on trouve beaucoup... plus maintenant, mais pas mal d'ingénieurs du son qui se trompaient entre un instrument et un autre. Donc c'est pas terrible, quoi, parce que le gars qui a soufflé dans son biniou pendant environ 2 décennies pour arriver à sortir quelque chose de bien, et il n'aime pas qu'on se trompe en termes de lamelles dans la bouche, quoi. Okay. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Mais ça, c'est de la culture instrumentale qu'il faut acquérir, de la culture générale, des styles, il faut savoir de quoi on parle. Voilà, avoir une culture instrumentale, même dans la musique actuelle, au niveau des samples et des machines utilisées. C'est important, au même titre que une guitare... Fender, ça marche pas comme une Gibson, ça sonne pas pareil, et il faut que le guitariste, quand on lui pose ses micros, il faut qu'il sente que on parle bien de son instrument et pas d'un autre. Ça fait partie du jeu, et c'est important. Ok. Du coup, pour finir, j'avais 2 questions un peu en bref à vous poser, comme ça on a fait quasiment toutes les questions. Donc assez rapidement, c'est le projet dont vous êtes le plus fier, chacun. Ma fille.
Ah, c'est mignon. Bon, projet au niveau du travail, bien sûr. Redites pas votre fille, s'il vous plaît. Oh. Alors là, Moi, j'y vais parce qu'en fait, c'est simple. C'est ce que je disais au début, le fait de repasser le bébé. Et ça, je suis super fier. Voilà. Donc le partage avec les élèves. Ouais, le fait d'être là et d'enseigner. Et je vous assure que c'était pas du tout mon idée de départ et un plan de carrière, c'est trouvé comme ça. Et quand je suis arrivé là, je suis pas arrivé à reculons, mais je la ramenais pas. Et j'ai découvert ça en le faisant. Et vraiment, le fait de ce partage-là, ça me rend fier. Voilà. Je vois M. Piselli qui est en réflexion là. En fait, le problème, c'est qu'après avoir dit ça, maintenant, nous, on va passer On est pour obligé Ah, mais non, mais des gros On est lourds. obligé. On va se la péter grave, nous, maintenant. Alors, nous, on a bossé avec machin. Tape machin, haut, machin. fait Madonna. Tape haut. Du coup. Non, je vais dire la vérité. Ouais, alors non, c'est pas l'ESRA, même si je suis très fier d'être là, mais c'est On peut-être prend pas pas mal. ça. Voilà. non, mais c'est pas l'ESRA. Ouais, C'est ou le fait de transmettre, ouais. C'est sûr que ça c'est très cool. Je pense que c'est une fierté, c'est vrai. J'aime bien. Non, mais c'est vrai. Non, moi, je me suis posé un peu cette question récemment, mais en fait, c'est plus par rapport aux artistes. On a parlé un peu des célébrités. C'est vrai que souvent, c'est difficile à gérer. Enfin, je sais pas vous, mais moi, vraiment, je trouve que c'est super compliqué de gérer la célébrité des personnes avec lesquelles vous pouvez travailler. Certains sont connus, mais vous les aimez pas. D'autres, vous les adorez et vous aimeriez qu'ils sont connus, mais ils sont pas connus, etc. Et puis, on est un métier où aussi le rapport à la célébrité, il est souvent, comment dire. Du genre, tu fais du son, t'as bossé avec Johnny, non? Ah bah alors c'est pas vrai, t'as jamais travaillé dans un studio, quoi. En gros, c'est ça. Enfin, en tout cas, notre génération, quoi. Et la vôtre aussi, hein, puisque, voilà, souvent c'est un rapport, si t'as pas 4 millions de vues, c'est que t'existes pas, quoi. Donc, voilà. Alors, je vais pas botter en touche, mais moi, le projet dont je suis plus fier, c'était un projet musical. Et j'accompagnais un artiste qui a joué pour le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, lors d'une conférence à Genève. Et puis, en l'entendant parler, voilà, bon, vous pouvez vous renseigner qui est Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2019, si je me souviens bien. Je me disais à ce moment-là, par rapport à tous les rappeurs, DJ, rockers, stars, gens que j'ai rencontrés, lui, il est pressenti pour être le prochain Nelson Mandela. Je vous promets que tous les artistes lui arrivent pas à la cheville, mais rien à dire. Donc, on en arrive toujours à ce côté humain, je crois. Que, voilà, si on est fier de quelque chose, c'est plutôt qu'il y a une dimension humaine, voire plus, qui est vraiment importante, quoi. Ok. Alors, sur votre site, ça parle de Massive Attack aussi. Je sais pas si. Oui, mais voilà, pareil. Bon, c'est super, très intéressant. Je crois que j'ai dû écouter 3 chansons mais très sympa. Ouais. Très sympa comme expérience. Monsieur Garnero, du coup. alors bon, mis à part, Du coup, votre fille. ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question-là parce que j'ai tendance à un petit peu j'ai du mal à ponctualiser les événements, en fait. J'aime bien... voilà, j'ai eu des grands cycles où je rencontrais beaucoup de monde. Des plus connus aux moins connus, ou aux pas connus du tout, plutôt. Des plus talentueux aux moins talentueux, mais c'était pas forcément les plus connus qui étaient les plus talentueux. J'ai du mal à dire quel a été le projet pour lequel je suis le plus fier, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal. Pour revenir sur la transmission, moi ça c'est un truc qui lorsque j'en avais parlé donc avec Bernard Guiraud, c'était pas une envie, c'était un besoin à cette époque-là. Mais je pense que la transmission, c'est pas uniquement dans une école. Hein. On transmet quelque chose au travers d'un projet quelconque. On a toujours quelque chose à transmettre. Et je pense que je vais sortir mon joker pour répondre à cette question-là, parce que d'un point de vue global, je suis tout à fait satisfait de ma carrière. Voilà, la fierté peut être juste votre carrière. Ouais. Voilà. Il y en a qui ont des carrières beaucoup plus en vue. Moi, c'est pas ma personnalité, d'abord.
puisque vous avez vu mon site, vous avez bien vu qu'il n'y a pas grand-chose dessus, voire rien, que je communique quasiment pas. Voilà, c'est pas mon truc. Moi, je pense que, très humblement, je préfère rester derrière, hein, plutôt que... Si j'avais été écrivain, je pense que j'aurais été plutôt plus un nègre qu'un auteur en vue. Un quoi? Un nègre, c'est celui qui crie pour quelqu'un. Vous savez, quand Une petite main. une petite Oui. main. Ouais. Maintenant, on dit comme On ça. ne dit plus tête de nègre. Ouais. C'est plus Donc, vous politiquement voyez, correct. j'aurais plutôt été plutôt celui-là. Ok. Voilà. Et du coup, monsieur Puzelli, vous avez Je l'attendais, réfléchi. celle-là. J'ai Ouais. dit monsieur Puzelli, j'ai plus dit force rose. Alors, je pourrais essayer de vous en mettre plein la vue, et puis j'ai vraiment envie, là. Ah oui, lâche, Non, allez, non, lâche-toi, s'il te et plaît. lâche-toi, En fait, lâche-toi. je vous montrerai. Pour nous, J'ai pour la nous, preuve. Vous pour parliez de nous. Quincy Jones tout à l'heure. J'ai eu la chance de faire un doc avec lui pour la BBC et j'ai la preuve ici. Voilà, bravo, bravo. C'est une exclue là ou... Non, non, c'est pas une exclue, c'est Ah, ok. c'est vrai. C'est là. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que moi qui arrivais de nulle part, en fait, non, c'est beau ce que j'ai dit là aussi. Oh, c'est beau. C'est qu'on m'appelle un jour pour faire un truc. Et il y a quelques années, on m'a appelé pour un concert de la paix, c'est-à-dire c'était un Mondiovision à Sarajevo, où j'avais la régie générale avec le Philharmonique de Vienne, qui est le plus grand philharmonique au monde. Donc je ne jouais pas et je n'étais pas au son. On avait des gens qui lisaient réellement les partitions et je t'en avais parlé de ça. Et C'est pas là où tu étais premier violon? oui, c'est ça, oui. Et j'ai eu la régie générale, et non seulement j'avais la régie générale, mais en plus j'avais un titre magnifique avec mon nom un peu long, donc sur le générique, on voyait que moi, à un moment donné, c'était Floor Manager. Donc Floor Manager, Robert Vizeli, ça fait... ouais. Et en fait, pendant un moment donné, je devais aller dans l'orchestre, me planquer et faire... C'est moi qui donnais le top au chef pour un truc réellement en Mondiovision, et le tout... d'actualité, c'est hautement symbolique à l'heure actuelle, puisque nous étions pour la réouverture de la bibliothèque de Sarajevo, qui avait été détruite au début de la guerre, et le Philharmonique de Vienne avait été joué sur les ruines au début de la guerre, et 20 ans après, le Philharmonique de Vienne revenait là pour la réouverture. Et de me retrouver avec tous ces talents, mais ne serait-ce que de voir les camions arriver avec les camions du Philharmonique, avec à l'intérieur des emplacements réfrigérés à température différente pour l'emplacement Steinway, l'emplacement violon, l'emplacement violoncelle. C'est tellement un autre monde, et qu'on m'appelle pour avoir les rédigés là-dessus. J'étais d'une fierté, j'étais un vrai Bartaba là. Mais comme j'étais fier de faire la ferme célébrité en Afrique du Sud, hein, mais là j'avoue qu'il y avait un côté... à me dire, même je suis pas légitime, moi. Pourquoi on m'appelle moi pour faire ça? Et je l'ai fait, et ça a été un gros chantier, et voilà. Mais je vais terminer par une petite anecdote qui résume un peu ce qui se passe dans nos métiers. Il y a quelques années, pas mal de temps, puisque j'ai toujours fait un petit peu de prod, j'ai un dossier de prod à monter pour le Festival d'Avignon. Une pièce avec Jean-Claude Bouillon, Brigade du Tigre, Feu, grand personnage qui est donc parti. Et les partenaires me disent j'ai le budget. Donc j'ai le budget, ça y est, on fait la pièce, et donc on organise une petite soirée, et en arrivant dans cette soirée, la personne qui me dit que j'ai le budget dit qu'il s'est un petit peu avancé, qu'on l'a peut-être pas tout à fait, en fait on l'avait pas du tout. Et donc je me prends une volée de bois et presque d'insultes par certains comédiens ou certaines personnes qui partaient sur le projet en disant que j'étais un menteur, que j'étais un raté, que j'étais... Et là, un comédien très connu, dont je vous tairai le nom. Et Un indice, peut-être. Un indice, il est mort. Même sous la torture, même sous la torture, je vous le dirai pas. Il m'a attrapé. J'étais totalement dépité. Il m'a amené dans un coin. Il me dit, je vais te dire un truc qui va pas te faire plaisir. Mais ça va vraiment pas te plaire. Mais tu y réfléchiras. Il m'a dit, tu sais, je te vois faire depuis quelques semaines, et je te vois là, tu seras jamais un premier. Jamais. Mais sache que des gens comme moi, ou des productions, on a besoin de gens comme toi, juste à côté. C'est-à-dire que quand on va sortir de scène, il faut quelqu'un comme toi à côté du rideau,
ou quand on va organiser quelque chose, il faut quelqu'un comme toi pour organiser avec nous, pour gérer l'humain, pour gérer le matériel, pour gérer les équipes, pour faire de la production, parce que tu as cette base technique aussi. Donc c'est sûr que tu le prends mal là, mais sache que pense à ce que je t'ai dit, et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de reparler avec lui de ça, et ça, c'était un vrai rêve, parce que en fait, il avait raison, et j'en ai fait ma vie, j'en ai fait ma carrière. Donc, ouais, j'ai été un second, mais je suis très très fier d'avoir été un second et d'avoir participé à ce que toute cette machine audiovisuelle, toute cette machine théâtrale, toute cette machine cinématographique ou événementielle fonctionne. Okay. Ça a été mon chemin et ça a été mon parcours. Et ça, c'est peut-être là-dessus que je suis le plus fier. Et pourtant, quand il me l'a dit, il avait raison. J'ai pas aimé. Et j'en ai fait ma vie. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Stéphane, peut-être. Bah c'est vrai, on veut vraiment, tout le monde veut savoir qui est l'acteur qui a dit ça. Vous ne le saurez jamais. Mais pourquoi ? Je partirai avec dans la tour. Parce que c'est un secret entre lui et moi, parce que l'histoire c'est pas fini, parce que j'ai pas pu lui dire. Mais voilà. Mais des rencontres comme ça, vous allez en faire un jour. Écoutez les gens qui vous parlent. Okay. Écoutez-les. Bon, prenez pas tout, il y a des fois des conneries, mais... D'accord. Quelqu'un a encore quelque chose à rajouter ou... Merci à vous. Ah bah. Ouais, merci. Et globalement, on aurait pu rajouter ça, mais toi, tu as commencé par ça, donc effectivement, c'est de transmettre. Et que vous nous invitiez, et ça, c'est pas de la flagornerie, parce que vous commencez à nous connaître, le fait que vous nous invitiez et d'avoir envie d'écouter ce qu'on a à vous dire, pour nous, ça fait chaud, c'est fort. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bien vrai. Merci à vous. Merci d'avoir pris du coup de votre temps. Du coup, on va s'arrêter sur ces mots-là. Merci beaucoup. On se verra en cours, du coup. Et puis il y a un générique de fin, non, avec une musique et tout. Vous allez l'envoyer, la musique, là. Ah bah oui, allez. Ah bah allez, c'était les Power Rangers. Force bleue. Force bleue.